dans votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, les différentes manières de faire de la musique dans cette émission, avec d'abord sur le plateau deux jeunes diplômés d'une école d'art qui mélangent son et lumière de façon tout à fait originale et nous expliqueront comment. Et un sujet qui va vous montrer que les consoles de jeux peuvent se transformer en de curieux instruments. Puis un rendez-vous de danse à ne pas manquer à Paris, le nouveau spectacle chorégraphié par Alvin Ailey. Le Culture Mag, c'est tout de suite. Et on commence tout de suite avec notre invité, nos invités du jour, Amir Meir et Ophir Kellerman. Bonjour. Vous êtes tous les deux de jeunes diplômés de l'institution Mouzrara, qui est une école d'art prestigieuse à Jérusalem et qui en ce moment expose le travail issu des départements de photographie, de nouveaux médias et de musique. Alors on va voir dans quelques instants votre travail, mais avant tout, alors en Israël il y a beaucoup d'institutions d'art. Qu'est-ce qui est la particularité de cette école de Mouzrara ? Personnellement, j'ai l'impression que Mouzrara est plus un endroit pour apprendre ce qui est plus contemporain, ce que vous ne trouverez pas dans d'autres écoles, du moins pas sous cette latitude, où les étudiants sont vraiment libres de prendre la direction qu'ils souhaitent. Je vois sur cette table une partie de votre travail. Amir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est devant vous ? Oui, bien sûr, notre projet, à mes partenaires et à moi, nous travaillons sur la relation entre lumière et son, et nous produisons des sons à partir de la lumière. Le phénomène du son est un mouvement rapide dans l'air. Nous créons ce mouvement en passant par un faisceau lumineux de différents angles pour obtenir des sons différents, des tons, des timbres. Et notre exposition est en fait interactive. C'est une expo au cours de laquelle les gens viennent et peuvent jouer de cet instrument basé sur la lumière que nous avons conçue. Et alors comment le monde de l'art réagit-il à votre projet ? Je pense que nous n'en sommes qu'au début de notre parcours, mais jusqu'à présent, partout où nous avons joué, nous nous sommes produits en concert, les gens sont à proprement parler fascinés par cela, car je pense que ça fonctionne sur une échelle accessible à tous, qui est celle de la synesthésie, la connexion entre plusieurs sens, que nous expérimentons tous quelque part. Et lorsque les gens se rendent compte que ça leur arrive, c'est très intéressant. Et d'où elle est venue cette inspiration pour cette connexion entre la lumière et le son ? L'inspiration m'est venue d'un compositeur français appelé Jacques Dudon, qui est venu en Israël il y a un an à l'occasion du festival Mouzrara Mix dans notre école à Jérusalem. Nous avons vu son travail qui nous a vraiment impressionnés. Nous nous sommes dit que c'est la meilleure façon de faire des recherches sur le son, une façon très expressive de jouer de la musique. À partir du moment où on a vu ça, on a commencé à apprendre et à étudier comment ça marche, comment ça a été fait dans l'histoire et que pourrions-nous en faire. Et on en est arrivé à faire ce projet. Ophir, je vous vois écouter très religieusement votre camarade. Racontez-nous un petit peu votre travail à vous. Mon travail consiste en des projections de cartes faites sur des statues en carton. J'ai commencé en peignant des peintures, ce que je faisais sur des échelles minuscules, et ensuite en les scannant et en les réimprimant sur des tubes creux et en projetant des vidéos dessus, pour en faire des peintures animées que vous avez en face des yeux. Et voilà, c'est ce que je fais. Alors, il y a une génération, toute une génération, comme celle de mon frère par exemple, qui est née avec ces jeux vidéo, avec les bandes dessinées, avec les films d'animation. Vous pensez que leur influence dans le monde de l'art est de plus en plus grande ? Oui, tout à fait. Je suis très influencé par ces références de mon enfance. Et en fait, je pense que je peux utiliser ce monde comme un outil pour amener les enfants à s'intéresser au monde de l'art, ce qui de nos jours n'est pas énormément répandu.
Et alors, quand on crée ce genre d'œuvre de fin, enfin finalement c'est comme un projet de fin d'année, vous êtes exposé dans le cadre de cette exposition avec l'école d'art Muzrara. Quand on crée ces œuvres, est-ce qu'on pense à sa carte de visite future ou est-ce qu'on le fait vraiment dans une liberté de création ? En ce qui me concerne, j'ai ressenti que cette fois-ci, j'ai joui d'une complète liberté de création et c'est quelque chose qui est très rare lorsque vous êtes étudiant, de prendre ce genre de liberté. Mais en même temps, c'est quelque chose que je veux utiliser comme une pierre fondatrice de ma carrière et c'est quelque chose que je ne peux ignorer. Mais tout de même, ce n'est pas quelque chose qui influe dans mon art, c'est une liberté totale. Je pense qu'avec les années et le procédé, on travaille sur ce projet à la maison et on en a fait bien sûr des concerts. Et par la suite, lorsqu'on a repris le projet pour l'adapter à l'école, ils ont été très ouverts à ça. On a pu le faire sans rencontrer de problème. On n'y pense pas dans la perspective de la carrière, mais on ne le prend pas forcément non plus pour réussir. On fait en fait ce qui nous intéresse, sans rapport avec. Donc c'est définitivement de l'art. Eh bien, bonne chance. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'i24 News. Allez, on ressort les Game Boy du grenier, mais cette fois-ci, pas pour jouer à Super Mario ou à Pac-Man, mais pour un tout autre usage, créer de la musique. Plus qu'un genre musical, c'est une vraie passion pour toute une communauté de musiciens. Alors tendez vos oreilles et à vos manettes. Un sujet de David Gombin. C'est un grand bond en arrière dans les années 80. Souvenez-vous, c'est l'époque de l'Atari, de l'Amiga et de la Game Boy. C'était bien avant le HD, les applications et les tablettes. Pourtant, si ces passionnés ont ressorti ces antiquités de leur tiroir, ce n'est pas par pure nostalgie. Bien au contraire, avec leurs consoles, ils font de la musique. La chip music, c'est de la musique composée sur un vieil ordinateur ou une console vintage. Il s'agit de ces consoles avec lesquelles vous jouiez à l'époque, comme celles tournant sous Atari, Commodore ou sur les Game Boy, que personnellement j'utilise. Donc vous pouvez utiliser un programme qu'on appelle un tracker pour hacker le générateur de son de ces consoles pour finalement l'utiliser comme un synthétiseur. Utiliser une console de jeu pour créer de la musique. L'idée n'est certes pas nouvelle, mais ces derniers temps c'est vraiment hype et surtout à la portée de presque tous. Obtenir ce logiciel et trouver une Game Boy, c'est super facile. Vous pouvez aller sur eBay et trouver une Game Boy, quelqu'un qui veut se débarrasser de sa vieille Game Boy Nintendo. Et je parle de l'original, vous savez, la grosse brique. Avec la rumeur de la sortie de Tetris, le film l'année dernière, et de Pixel cet été, vous l'aurez compris, dans les salles obscures, la tendance est à la culture geek, mais version années 80. Côté musique aussi, Sabre Pulse, un artiste britannique, est considéré comme l'un des pionniers de la chiptune. Au cours de la dernière décennie, il a assisté à la montée en puissance de cette musique. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je l'ai vu évoluer d'une sorte de niche à quelque chose utilisé par des grands groupes. Dans le hit parade, vous pouvez entendre de nombreuses influences venues de la RPG, la musique des jeux de rôle, et aussi de styles que vous créez avec des Game Boy, des Atari ou des Amiga. On commence à voir des musiciens célèbres et des chanteurs de pop utiliser ce genre de son et les intégrer à leur musique également. La chiptune, aussi appelée chip music ou même 8-bit music, fait l'objet d'un intérêt grandissant. Documentaires, concerts, ce qui fascine, c'est la diversité du phénomène. L'une des choses géniales avec la chip music est que c'est une façon de créer de la musique et pas un genre musical. Ce n'est pas comme la house, le drum and bass ou la musique folk. C'est tout ça en même temps. Vous pouvez créer toutes sortes de musique, chiptune, en utilisant différents instruments. Et si vous y mettez tout votre cœur, il n'y a pas de limite. Alors si vous avez l'âme d'un musicien et que votre vieille Game Boy est encore en état de marche, c'est le moment de se lancer. Avec un peu de chance, vous deviendrez la success story de demain. Allez, tout de suite, le highlight. Notre équipe a sélectionné pour vous l'événement à ne pas manquer. Direction Théâtre du Châtelet à Paris et préparez-vous à bouger.
Festival des Étés de la Danse accueille les danseurs de l'Alvin Ailey American Dance Theatre. Sur la scène du théâtre du Châtelet, pas de décors superflus ni d'effets spéciaux, rien que de la danse. En 27 représentations, la troupe fondée par le célèbre chorégraphe afro-américain propose un best-of de ses plus grandes créations comme Revelations, mais aussi de nouvelles chorégraphies et des remakes. Aujourd'hui dirigée par Robert Battle, la compagnie de danse raconte en mouvement l'histoire des Afro-Américains et toutes les épreuves qu'ils ont dû surmonter. Un mix entre hip-hop, danse moderne et danse classique présenté pour certaines pour la première fois en France. Le mois prochain aura lieu les MTV Video Music Awards et c'est la jeune chanteuse Miley Cyrus qui a été annoncée comme maîtresse de cérémonie pour un événement qui a rassemblé l'année dernière près de 8,5 millions de téléspectateurs. Elle n'a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux. Lors de l'édition 2014, elle avait reçu le prix de la meilleure vidéo pour son clip Wrecking Ball. Et voilà que notre Wrecking Ball à nous s'est installé sur le plateau. Bonjour Léa. Alors on connaît tout de Charles Bukowski, ou presque. Beaucoup de biographies ont été déjà publiées, mais vous nous apprenez aujourd'hui qu'il nous reste quand même pas mal de choses à découvrir. Exactement, Charles Bukowski a encore beaucoup à nous apprendre et ce n'est plus à travers ces fameuses déambulations nocturnes, très souvent, trop souvent guidées par l'alcool. Cette fois-ci, c'est à travers un recueil de correspondances inédites. Ça s'appelle On Writing, ça paraît chez Conan Gate, un éditeur écossais, et on le trouvera en librairie le 23 juillet. Malheureusement, la traduction en français n'est pas encore à l'ordre du jour, mais il nous reste donc 2 jours d'attente, 72 longues heures qui nous séparent encore de ces lettres inédites qui promettent de dévoiler Charles Bukowski sous un nouveau jour. Beaucoup de ses œuvres sont très largement inspirées de sa vie, Le Postier, Woman, Journal d'un vieux dégueulasse pour ne citer que, et on retrouve dans plusieurs de ses livres Henry Chainsky ou Hank, son alter ego, qui partage étrangement ses goûts pour les femmes, l'alcool et la poésie. Mais dans ses lettres, Charles Bukowski se confie, toujours avec ce ton libre, direct, acerbe parfois, pour employer un doux euphémisme. Il porte un regard sans concession sur son propre travail et il ne s'embarrasse pas non plus d'un excès de délicatesse pour commenter les œuvres de ses compères. Le Télégraphe a dévoilé il y a 4 jours quelques extraits. Alors, dont celui-ci. Pour parler donc de ses compères, il dit « D.H. Lawrence a été bon jusqu'au bout, mais Henry Miller était plus moderne, moins artiste, jusqu'à ce qu'il tombe dans un blabla à la Star Trek. » Il dit également « William Faulkner, le public l'a avalé d'un coup, mais beaucoup de ce qu'il a fait est de la pure merde, c'est de la merde intelligente, intelligemment accommodée. » Voilà, donc comme je vous le disais, pas d'excès de délicatesse. Il livre également quelques-uns de ses secrets de fabrication. Il dit « La plupart des poètes sont jeunes simplement parce qu'ils ne se sont pas encore fait avoir. Montrez-moi un vieux poète et je vous montrerai le plus souvent soit un fou, soit un maître. C'est quand on commence à se mentir dans un poème juste pour écrire un poème que l'on échoue. C'est pourquoi je ne retravaille pas mes poèmes. » Alors, vous nous parlez de Charles Bukowski. Quelques mots peut-être sur son histoire personnelle qui a tant influencé son œuvre. Bien sûr, parce que pour comprendre l'œuvre de Charles Bukowski, il faut connaître sa vie, ou du moins les grandes lignes de son enfance. Il est né en Allemagne en 1920, il arrive aux États-Unis à 3 ans, il y reste jusqu'à son dernier jour, notamment à Los Angeles, il a vécu longtemps. La force, la violence et l'animosité qui transparaissent dans son œuvre, il les puise principalement dans ses souvenirs d'enfance. Son père le bat quotidiennement, sa mère ne le défend pas, il quitte très jeune le domicile familial et il tombe rapidement dans l'alcoolisme sans jamais cesser d'écrire pour autant. On en saura probablement beaucoup plus après la lecture de On Writing, et pour différer le plaisir, les éditions Conan Gate ont d'ores et déjà annoncé la parution de 2 autres tomes de correspondances inédites de Bukowski. Ils s'appelleront respectivement On Cats et On Love. Ils paraîtront en octobre 2015 et février 2016. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Léa. C'est bientôt la fin de cette émission. Avant de finir, j'aimerais avoir une petite pensée pour la famille et pour les proches de Douglas Cook qui nous a quittés à l'âge de 56 ans. Il était le co-scénariste derrière le film The Rock.
Rock, film culte des années 90, qui était réalisé par Michael Bay avec Nicolas Cage et Sean Connery. En janvier, Criminal sortira en salle avec notamment Kevin Costner, Tommy Lee Jones ou encore Gary Oldman, un thriller qui mélange la CIA à un dangereux meurtrier. Ce sera le dernier film qu'aura écrit Cook avec son co-scénariste David Weisberg. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Vous pouvez retrouver tous nos programmes dans leur intégralité en replay sur notre site internet i24news.tv, mais vous pouvez aussi réagir sur Twitter et sur Facebook. L'info continue tout de suite sur i24 News. Bon retour sur la planète Terre.